Pour comprendre l'émergence spectaculaire du Tyrannosaurus rex, il nous faut d'abord plonger dans un passé lointain, celui du Crétacé supérieur, une période fascinante et tumultueuse qui a vu l'avènement des superprédateurs. Ces dinosaures géants au sommet de la chaîne alimentaire qui ont dominé les terres de la planète. Le Crétacé supérieur s'étend approximativement de 100 à 66 millions d'années avant notre ère. C'est la dernière étape de l'ère des dinosaures, marquée par des changements environnementaux majeurs, une diversification étonnante des formes de vie, et l'apparition de certains des plus grands et des plus redoutables animaux qui aient jamais existé. Sur le plan géologique, cette période est caractérisée par une configuration des continents très différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. La Pangée, ce supercontinent primitif, s'était fragmenté depuis longtemps, donnant naissance à des continents plus petits qui dérivaient lentement vers leurs positions actuelles. L'Amérique du Nord, par exemple, était divisée en deux grandes masses terrestres, l'Aramidia à l'ouest et Appalaches à l'est, séparées par une mer interne peu profonde, appelée la mer de Niobrara. Cette configuration particulière a créé des écosystèmes distincts sur ces terres émergées, favorisant une diversité croissante de formes animales. Le climat du Crétacé supérieur était globalement chaud et humide, sans calotte polaire glaciaire massive. Cette stabilité thermique a permis le développement d'une végétation luxuriante qui, à son tour, a soutenu des herbivores de grande taille. C'est dans ce milieu riche que les superprédateurs, dotés d'adaptations impressionnantes, ont évolué pour exploiter ces ressources abondantes. À cette époque, la faune terrestre nord-américaine comprenait une variété d'immenses dinosaures théropodes, les fameux carnivores bipèdes, parmi lesquels le Tyrannosaurus rex allait bientôt régner en maître. Mais avant de nous pencher sur ce roi des dinosaures, il est important de comprendre l'environnement biologique et écologique qui a servi de toile de fond à son émergence. Les premiers tyrannosauridés, ancêtres du T-Rex, apparaissent dès le Jurassique tardif. Mais c'est durant le Crétacé supérieur qu'ils atteignent leur apogée en termes de taille, de puissance et de diversité. Ces animaux ont évolué progressivement sur plusieurs millions d'années, passant de prédateurs de taille modérée à des géants pesant plusieurs tonnes, capables de rivaliser avec les plus grands herbivores de leur époque. Parmi les facteurs ayant favorisé cette évolution spectaculaire, on note la compétition intense pour les ressources alimentaires, la sélection naturelle poussant vers une spécialisation accrue dans la chasse et le contrôle du territoire. La complexité croissante des réseaux écologiques a également introduit de nouvelles dynamiques, notamment des interactions entre prédateurs, herbivores, et même des maladies qui pouvaient affecter les populations. La période du Campanien, un étage du Crétacé supérieur, allant d'environ 83 à 72 millions d'années avant notre ère, marque une phase cruciale pour les tyrannosauridés. Durant cet intervalle, le clade des Tyrannosauridae commence à se diversifier fortement sur le continent nord-américain, engendrant plusieurs espèces qui cohabitaient dans différents habitats, ce qui témoigne d'une complexité écologique surprenante. Puis, vers la fin du Maastrichtien, la dernière subdivision du Crétacé supérieur, allant de 72 à 66 millions d'années, apparaît Tyrannosaurus rex. Cette espèce se distingue non seulement par sa taille imposante, pouvant dépasser 12 mètres de long, mais aussi par des caractéristiques anatomiques uniques, telles qu'un crâne massif, une puissante mâchoire équipée de dents acérées et robustes, conçues pour broyer les os, ainsi qu'un corps musclé, structuré, pour des attaques rapides et efficaces. L'émergence du T-Rex s'inscrit donc dans une dynamique évolutive complexe, résultant d'un long processus d'adaptation au sein d'un écosystème riche et compétitif. Ce superprédateur incarnait à merveille l'apogée des théropodes du Crétacé supérieur en Amérique du Nord, incarnant à la fois la terreur et la fascination de cette époque.
Il est fascinant de penser que derrière cette image de puissance brute se cache une histoire d'évolution qui mêle des changements climatiques, géologiques et biologiques profonds. Le Tyrannosaurus rex ne fut pas seulement un chasseur implacable, mais aussi un produit d'un monde en perpétuelle mutation, un monde où la survie exigeait des innovations constantes. Mais le T-Rex n'était pas le seul roi. Avant lui, d'autres grands théropodes dominaient les terres, comme les membres de la famille des Carcharodontosauridae dans d'autres régions du globe, ou encore ses propres ancêtres Tyrannosauridae aux tailles plus modestes, mais déjà impressionnantes. Cette concurrence constante a joué un rôle clé dans l'affinement des capacités du T-Rex, notamment dans ses stratégies de chasse, son comportement social hypothétique et sa croissance rapide. Enfin, pour bien saisir la place du Tyrannosaurus rex dans l'histoire naturelle, il faut considérer son rôle écologique. En tant que superprédateur, il régulait les populations d'herbivores, influençant indirectement la structure même des écosystèmes. Cette interaction complexe entre prédation, compétition et environnement crée un tableau dynamique où la vie, aussi terrifiante soit-elle, s'exerce selon des règles précises. Nous sommes donc à l'aube d'une ère où les superprédateurs comme le Tyrannosaurus rex incarnent une phase d'évolution intense, où la Terre, sous un ciel chaud et immuable, voit s'affronter des monstres impressionnants, chaque rencontre étant un fragile équilibre entre la vie et la mort. Dans les prochaines sections, nous plongerons plus profondément dans le portrait détaillé du T-Rex, sa physionomie, son comportement et sa domination incontestable sur les terres du Crétacé supérieur. Le Tyrannosaurus rex, souvent abrégé en T-Rex, est sans conteste le plus célèbre et emblématique des dinosaures carnivores. Son nom, signifiant « roi des lézards tyrans », témoigne de sa place dominante au sommet de la chaîne alimentaire du Crétacé supérieur en Amérique du Nord. Pour comprendre ce qui a fait du T-Rex un prédateur aussi redoutable, il est essentiel de plonger dans son anatomie, son comportement et la dynamique complexe de son écosystème. Commençons par son anatomie, reflet d'une évolution poussée et optimisée pour la chasse. Le T-Rex mesurait en moyenne 12 mètres de long, avec certains individus atteignant jusqu'à 13 mètres, pour un poids pouvant dépasser les 9 tonnes. Sa stature massive était soutenue par des jambes puissantes, adaptées pour soutenir son poids, tout en lui permettant des accélérations impressionnantes, estimées entre 25 et 30 km/h. Une vitesse remarquable pour un animal de cette taille. La tête du T-Rex est l'un des éléments les plus distinctifs de son corps. Son crâne massif, pouvant mesurer jusqu'à 1,5 m de long, était équipé de puissants muscles masticateurs qui lui conféraient l'une des morsures les plus puissantes connues chez les animaux terrestres, avec une force pouvant atteindre jusqu'à 35 000 newtons, soit largement supérieure à celle d'un crocodile ou même d'un grand requin blanc. Les dents, longues et robustes, en forme de pile à viande, étaient non seulement acérées, mais aussi renforcées pour résister à la pression exercée lors de la morsure, capable de broyer les os de ses proies. Outre sa puissance physique, le T-Rex possédait un cerveau relativement grand pour un dinosaure, avec une importante région liée à l'odorat. Cela suggère qu'il pouvait détecter des proies ou des carcasses à grande distance, un avantage crucial dans la compétition pour la nourriture. Ses yeux, tournés vers l'avant, lui donnaient également une bonne vision stéréoscopique, probablement indispensable pour jauger les distances lors de la chasse. Son cou massif, mais flexible, lui permettait de porter sa tête lourde tout en manœuvrant aisément pour mordre ou secouer ses victimes. En revanche, un point qui intrigue les chercheurs est la taille réduite de ses bras, courts mais étonnamment robustes, dotés de 2 doigts griffus. Bien que ses membres soient anecdotiques en apparence,
Certaines hypothèses y voient une utilisation possible dans l'accouplement, la lutte entre individus ou même la stabilisation lors de la chasse. Passons maintenant à son comportement en tant que prédateur. Le T-Rex est révéré comme un chasseur efficace et redoutable, mais les données fossiles laissent entrevoir une certaine complexité. L'étude des marques de morsures sur les os de ses proies et de ses congénères révèle que le T-Rex pouvait être à la fois un prédateur actif et un charognard opportuniste, exploitant tout ce que l'environnement lui offrait. Ses capacités olfactives et visuelles lui laissaient un avantage certain pour repérer des proies vivantes, mais aussi pour détecter des carcasses depuis de grandes distances. La force de sa mâchoire et sa capacité à broyer les os témoignent d'un régime alimentaire, comprenant probablement des herbivores de grande taille, comme les hadrosaures ou les cératopsiens, qu'il parvenait à maîtriser grâce à sa puissance, plutôt qu'à la vitesse ou à la finesse. Sur le plan social, les hypothèses restent débattues. Certains scientifiques pensent que le T-Rex pouvait chasser en groupe, ce qui serait une stratégie efficace pour capturer des proies plus grandes ou défensives. D'autres études suggèrent plutôt un comportement plutôt solitaire, où les affrontements entre individus, notamment pour les territoires ou les partenaires, auraient été fréquents. Les traces de blessures sur certains fossiles semblent corroborer cette seconde hypothèse. L'écosystème nord-américain du Crétacé supérieur offrait un terrain de chasse très diversifié, où le T-Rex partageait sa domination avec d'autres grandes espèces, tout en assurant un rôle clé dans la régulation des populations d'herbivores. Son absence de concurrents directs de taille comparable durant sa dernière époque a probablement contribué à sa suprématie, faisant de lui le prédateur ultime de son temps. Il régulait les populations d'herbivores en éliminant les individus affaiblis ou malades, participant ainsi à la santé globale des espèces herbivores. Cette fonction écologique fondamentale contribuait à maintenir un certain équilibre dans son environnement, évitant la surpopulation et ses conséquences négatives. En résumé, le portrait du Tyrannosaurus rex est celui d'un bâtisseur d'empires carnivores, alliant une force exceptionnelle, une palette sensorielle avancée et des comportements adaptés à un rôle de super-prédateur. Majestueux et terrifiant, il symbolise l'apogée de l'évolution des théropodes en Amérique du Nord, capable de dominer des écosystèmes complexes et riches. Alors que nous avons exploré ses caractéristiques anatomiques et son rôle écologique, nous pouvons désormais nous intéresser aux preuves fossiles témoignant des combats qui ont opposé ces géants. Ces marques laissées dans la pierre racontent des histoires d'affrontements parfois violents, témoignant d'une lutte constante pour la suprématie et la survie. Notre prochaine étape nous conduira donc à la découverte des premières traces fossiles, révélant ces confrontations entre grands théropodes. Les fossiles, ces témoins silencieux du passé lointain, recèlent souvent bien plus que la simple empreinte de la vie disparue. Ils peuvent raconter des histoires fascinantes d'interaction, de lutte, de comportement, voire de combat entre créatures qui peuplaient autrefois notre planète. Parmi ces récits, ceux suggérant des affrontements entre grands théropodes, ces redoutables dinosaures carnivores bipèdes, nous offrent une fenêtre exceptionnelle sur un monde rude et sauvage, où la suprématie n'était jamais garantie. Les premières découvertes de fossiles portant les marques de tels combats remontent à plus d'un siècle, lorsque les premières fouilles de grands théropodes ont commencé à mettre au jour des squelettes fragmentaires ou partiels, souvent marqués de traces inhabituelles. Parmi ces fossiles, les os présentant des blessures évidentes, fractures, perforations, bosses, ont intrigué les paléontologues. Ces indices suggéraient que ces blessures n'étaient pas simplement dues au hasard ou à des accidents environnementaux,
mais très probablement à des affrontements violents entre individus. Le Tyrannosaurus rex lui-même a été au centre de ces découvertes dès les premières analyses détaillées. Certains squelettes de T-Rex exhibent des cicatrices et des percements compatibles avec des morsures laissées vraisemblablement par des congénères. Par exemple, certains crânes montrent des marques nettes de morsures sur le museau, qui correspondent à la taille et à la forme des dents de T-Rex, suggérant des combats territoriaux ou des luttes pour la domination ou la reproduction. En parallèle, ailleurs en Amérique du Nord, des fossiles d'autres grands théropodes, comme le Daspletosaurus, ont également révélé des signes de blessures similaires. Ces marques sont souvent localisées sur des endroits stratégiques, comme la tête, le cou, les côtes, suggérant des combats qui n'étaient pas seulement des rencontres fortuites, mais des affrontements intentionnels et agressifs, où les prédateurs cherchaient à blesser ou neutraliser leurs rivaux. Ces indices s'appuient principalement sur l'étude minutieuse des ossements eux-mêmes. Les paléontologues y recherchent non seulement des fractures, mais aussi des signes de guérison qui confirment que l'animal a survécu un certain temps après l'incident. Cette capacité à guérir témoigne d'affrontements ayant laissé des blessures non mortelles, ce qui indique des altercations répétées ou ritualisées, et pas seulement des combats à mort. Un exemple célèbre est celui du spécimen connu sous le nom de Sioux, l'un des plus grands et complets fossiles de T-Rex jamais découverts. Les analyses des os de Sioux ont révélé des blessures multiples, notamment des marques de morsures sur les flancs, qui correspondent parfaitement à la taille et à la forme des dents de son propre groupe. Ces cicatrices témoignent clairement d'affrontements, peut-être motivés par la compétition pour les territoires ou les femelles. Au-delà des quelques spécimens célèbres, des découvertes plus récentes ont étoffé ce tableau. Différentes localités fossilifères, comme les formations de Hell Creek ou de Judith River, ont livré des os présentant des marques diverses de combats entre grands carnivores. Leurs blessures laissent penser à des interactions violentes entre bêtes similaires, souvent dans un contexte où la ressource alimentaire était rare et la compétition intense. Ces premiers indices fossiles ont ouvert la voie à des études plus sophistiquées, grâce aux outils modernes, comme les analyses en tomographie, les reconstitutions en 3D, ou encore la simulation biomécanique des forces de morsure. Elles permettent de mieux comprendre non seulement la nature des blessures, mais aussi les stratégies de combat possibles chez ces géants. Par ailleurs, ces chercheurs prennent aussi en compte l'émergence des premiers indices de comportement social ou territorial. Si certains combats semblent motivés par la compétition pour la nourriture, d'autres le sont sans doute pour la domination sociale, comme chez certains grands prédateurs actuels. Ainsi, les fossiles blessés pourraient témoigner non seulement d'une lutte pour la survie physique, mais aussi d'une lutte complexe, d'influence et de contrôle au sein des populations de théropodes. Il faut rappeler cependant que les preuves fossiles directes restent rares et parfois difficiles à interpréter. Lorsque les paléontologues identifient des marques de morsures ou des fractures, ils doivent rigoureusement exclure d'autres causes possibles, comme les actions de charognards post-mortem, les accidents naturels ou des malformations pathologiques. Cette prudence explique pourquoi chaque nouvelle découverte dans ce domaine suscite un vif intérêt et un examen approfondi. Un autre aspect remarquable concerne la répartition géographique et temporelle de ces indices de combat. Ils apparaissent sur plusieurs espèces et sur différentes périodes du Crétacé supérieur, témoignant d'un comportement répandu et ancien parmi les grands théropodes. Ce pattern indique que ces luttes n'étaient pas des événements isolés, mais des éléments intégrés dans leur mode de vie et dans la dynamique de leur milieu. En somme, les premières découvertes de fossiles montrant des signes de combat entre grands théropodes
révèlent un monde où la vie était âpre, pleine de rivalités féroces et où la suprématie ne s'obtenait jamais sans lutte. Ces traces sur les os sont bien plus que de simples blessures. Elles sont les pages d'un livre ouvert sur la violence, la compétition et la lutte pour la survie chez ces géants préhistoriques. Alors que ces constats posent les bases de nombreuses hypothèses, ils appellent aussi à une exploration plus approfondie. Comment les paléontologues analysent-ils en détail ces marques? Comment distinguent-ils les blessures causées par des congénères ou d'autres espèces? Quels fossiles célèbres incarnent ces affrontements? Ces questions guideront nos prochaines investigations où se mêlent sciences rigoureuses et découvertes passionnantes. L'analyse des marques de morsures sur les fossiles est une discipline à la croisée de la paléontologie, de l'anatomie comparée et de la taphonomie, qui permet de révéler des histoires de violence, de compétition, voire d'interactions complexes entre prédateurs disparus depuis des millions d'années. Pour comprendre comment les paléontologues identifient les blessures infligées par d'autres prédateurs, il faut saisir les méthodes rigoureuses utilisées pour distinguer les indices fossiles et les interpréter correctement. Lorsqu'un os fossile présente des traces, telles que des entailles, des perforations ou des bosses, ces marques intriguent immédiatement les chercheurs. Leur première démarche consiste à examiner la morphologie de ces traces, leur forme, leur taille, leur profondeur, mais aussi leur position sur l'os. Chaque marque est un indice potentiel sur la nature de l'agression, l'identité probable de l'agresseur, voire le contexte de l'affrontement. Un des premiers critères est la signature dentaire. Les différentes espèces de théropodes possédaient des dents caractérisées par leur dimension, leur forme, leur arrangement et même leur motif de stries sur les côtés. Par exemple, les dents du Tyrannosaurus rex étaient robustes, coniques, en forme de cône, avec des rainures verticales, conçues pour une morsure puissante capable de broyer des os. En contraste, certains alliés comme les droméosauridés exhibaient des dents très fines et légèrement incurvées, adaptées à trancher la chair. Les marques laissées par les dents peuvent donc être comparées aux modèles connus pour tenter d'identifier l'espèce à l'origine des morsures. L'examen microscopique est par ailleurs essentiel. Les paléontologues utilisent des microscopes électroniques pour observer la texture des marques, afin de discerner les striations causées par les dents, qui diffèrent des fractures ou des marques causées par des agents abiotiques comme la roche ou les racines. Ces examens révèlent aussi des traces subtiles de guérison osseuse, ce qui signifie que l'animal victime a survécu à sa blessure, une information cruciale confirmant que la morsure a été infligée de son vivant, donc bien avant la fossilisation. La localisation des blessures joue également un rôle clé dans l'interprétation. Par exemple, les morsures sur le crâne ou le cou des grands théropodes peuvent indiquer un combat direct entre prédateurs, potentiellement pour la compétition territoriale ou la domination sociale. Des morsures sur les flancs ou les membres pourraient résulter d'attaques durant des chasses ou de luttes pour la nourriture. En outre, les blessures symétriques ou répétées sur plusieurs individus peuvent suggérer des comportements rituels ou un schéma fréquent d'agression spécifique à une espèce. L'étude statistique des marques sur des échantillons variés de fossiles permet ensuite de développer des modèles d'interaction. Cette approche comparative est renforcée par la recherche expérimentale. Les scientifiques recréent en laboratoire des morsures à l'aide de modèles anatomiquement précis, de machines simulant la pression des mâchoires et même d'empreintes dentaires. Ces expériences confortent les hypothèses sur la nature des blessures anciennes. Une autre approche importante implique la contextualisation géologique et écologique. Une marque de morsure trouvée dans une couche sédimentaire précise, en association avec certains fossiles d'espèces spécifiques, registre la cohabitation potentielle des prédateurs impliqués. Par exemple,
La présence conjointe de fossiles de Tyrannosaurus rex et de Daspletosaurus dans une même formation suggère que les marques pourraient provenir d'interactions entre ces deux géants. Enfin, la taphonomie, l'étude des processus de fossilisation, joue un rôle primordial. Les chercheurs doivent distinguer les marques de morsures authentiques des altérations post-mortem causées par des facteurs abiotiques ou la décomposition par d'autres animaux. Des techniques comme la tomographie à rayons X ou l'imagerie numérique permettent ainsi de voir au cœur des os sans les endommager, identifiant avec précision les cicatrices anciennes par rapport aux dommages accidentels. Cependant, malgré toutes ces méthodes sophistiquées, l'identification des blessures est toujours accompagnée d'un certain degré d'incertitude. Certaines blessures peuvent être ambiguës, ou les morsures être infligées par une espèce inconnue encore non identifiée. Les chercheurs avancent donc souvent des hypothèses fondées sur la meilleure interprétation scientifique, tout en restant ouverts à de nouvelles découvertes, pouvant remettre en question leurs conclusions. De plus, les paléontologues étudient aussi la fréquence et la distribution des marques de morsures pour comprendre la nature sociale des théropodes. Une abondance de blessures peut indiquer une vie marquée par des conflits fréquents, des luttes pour la domination, des rivalités territoriales, ou même des comportements agressifs liés à l'accouplement. Ainsi, l'analyse des marques de morsures permet non seulement de reconnaître les combats survenus entre superprédateurs, mais aussi de reconstituer en partie leur dynamique de vie, offrant un éclairage unique sur leur comportement, leur écologie et leur interaction dans les écosystèmes du Crétacé supérieur. Notre exploration ne s'arrête pas là. Dans les prochaines sections, nous verrons comment ces analyses se concrétisent grâce à des études de cas célèbres, où des fossiles exceptionnels portent encore les stigmates visibles de batailles anciennes, des traces indélébiles d'un monde disparu, mais toujours fascinant. Parmi les nombreux fossiles de Tyrannosaurus rex découverts à ce jour, certains se distinguent particulièrement par les cicatrices visibles qu'ils portent, témoignage direct d'affrontements violents, parfois meurtriers, entre ces colosses du Crétacé supérieur. Ces spécimens exceptionnels offrent aux paléontologues une clé précieuse pour comprendre non seulement le comportement de ces fascinants prédateurs, mais aussi la nature et la brutalité des conflits qui rythmaient leur existence. Parmi les plus célèbres, le spécimen surnommé Sioux occupe une place centrale. Découverte en 1990 dans la formation de Hell Creek dans le Dakota du Sud, cette femelle adulte, longue de plus de 12 mètres, fut l'objet d'une étude approfondie révélant plusieurs blessures graves. Sur son crâne, on note des marques de morsures colossales, certaines fracturant nettement les os. Ces blessures ne semblent pas avoir été causées par une interaction accidentelle, mais plutôt par des combats intenses, sans doute avec d'autres T-Rex. Plus impressionnant encore, certaines blessures montrent des signes de guérison, indiquant que Sioux a survécu à plusieurs de ces combats, ce qui laisse présumer des confrontations répétées au cours de sa vie. Un autre fossile célèbre est celui du Black Beauty, un T-Rex d'un état de conservation remarquable. Parmi ses multiples blessures, une profonde blessure au niveau de la mâchoire suggère une morsure puissante infligée par un congénère. Cette blessure, avec os fracturés et remodelés, témoigne d'une lutte féroce pour la survie. Les chercheurs ont également découvert des traces sur les côtes et la colonne vertébrale, évoquant une succession d'attaques violentes probablement liées à des combats territoriaux ou peut-être des combats pour l'accès aux femelles lors de la saison de reproduction. Plus rare encore, certains squelettes présentent des dents encaissées dans les os, signalant non seulement des blessures infligées, mais des attaques particulièrement agressives. Un exemple frappant provient d'un cranial doté d'une dent de T. Rex incrustée dans l'os, ayant cassé
et laisser son empreinte. Ce type de traces témoigne d'affrontements violents où la victoire n'était jamais assurée et où de lourds risques étaient pris par ses prédateurs. D'autres spécimens, comme ceux provenant de la formation Judith River, ont révélé des blessures similaires, non seulement sur des T-Rex, mais aussi sur d'autres grands théropodes apparentés, rappelant que ces luttes étaient un aspect commun de leur existence. Ces blessures crâniennes, parfois profondes et multiples, suggèrent des combats où les animaux se portaient des coups puissants, utilisant leur tête comme arme ou effectuant de violentes morsures pour affaiblir leur adversaire. Mais ces traces ne se limitent pas au seul crâne. Des marques sur les côtes ou les membres, parfois alignées ou avec des formes caractéristiques, révèlent souvent l'intensité des échanges lors de tels combats. Par exemple, un spécimen mentionné dans plusieurs études présente une côte fracturée et déplacée, causée par une morsure puissante, avec des signes de cicatrisation partielle. Ces indices suggèrent qu'après des combats brutaux, certains T-Rex ont réussi à survivre avec des blessures graves, témoignant d'une robustesse et d'une capacité de guérison impressionnante pour un prédateur de cette envergure. L'analyse fine de ces blessures, associée à la compréhension biomécanique du crâne et de la force de morsure, apporte aussi un éclairage nouveau sur les stratégies de combat. Il semble que les attaques portaient souvent sur la tête et le cou, zone vitale et vulnérable, visant à neutraliser rapidement et efficacement l'adversaire. Les marques symétriques ou répétées sur plusieurs individus laissent penser à des comportements canoniques, peut-être même des rituels de dominance ou des démonstrations d'intimidation. Ce type d'étude de cas est fondamental pour les paléontologues, qui parviennent ainsi à reconstituer non seulement la biologie d'un animal, mais aussi des aspects intimes de son comportement. Par le biais de ces os marqués par le passé, se dessine une image saisissante d'un monde où la survie ne dépendait pas uniquement de la chasse, mais aussi de la capacité à s'imposer face à ses rivaux, dans une lutte acharnée et souvent sanglante. Au-delà des batailles mortelles, ces traces suscitent aussi des questionnements sur les réponses biologiques des animaux face aux blessures, la fréquence des combats et les rapports sociaux possibles au sein de ces prédateurs géants. Un champ ouvert à plus de découvertes et à de nouvelles hypothèses. Alors que nous venons de passer en revue ces fossiles emblématiques, notre enquête nous conduit désormais vers une découverte complémentaire. L'identification d'autres superprédateurs contemporains, ces rivaux potentiels qui ont disputé au T-Rex son statut de roi. La compétition et les conflits n'étaient certainement pas limités à une seule espèce, mais se jouaient à l'échelle d'un écosystème complexe et dynamique. À mesure que le Tyrannosaurus rex s'imposait comme le superprédateur emblématique du Crétacé supérieur en Amérique du Nord, il partageait néanmoins son habitat avec une série d'autres grands théropodes qui représentaient de sérieux rivaux sur le plan écologique et compétitif. Comprendre la diversité de ses contemporains, leurs caractéristiques et leur position dans l'écosystème est essentiel pour saisir pleinement la complexité des rapports entre les prédateurs dominants de cette ère. Parmi ses rivaux, le Daspletosaurus est sans doute l'un des plus proches et impressionnants. Cette créature, appartenant à la même famille des tyrannosauridés que le T-Rex, vivait principalement un peu plus tôt dans le Crétacé supérieur, mais ces fossiles coexistent avec des spécimens plus récents dans certaines formations géologiques. Le Daspletosaurus mesurait environ 8 à 9 mètres de long, un peu plus petit que le T-Rex, mais suffisamment massif pour être un prédateur redoutable à part entière. Il présentait un crâne robuste, des dents puissantes adaptées au brochage des os, et ses membres postérieurs étaient relativement graciles, indiquant une capacité à la vitesse appréciable pour un animal de cette taille. Ce dinosaure
représentait un prédateur dominant dans les écosystèmes du nord-ouest de l'Amérique du Nord, occupant probablement une niche similaire à celle du T-Rex, mais dans une autre zone géographique ou à une époque différente, ce qui pourrait limiter la compétition directe. Toutefois, la question de leurs interactions est encore débattue, notamment dans les zones de chevauchement géographique ou temporel, où des affrontements auraient pu survenir. Le Nanotyrannus, quant à lui, est entouré d'un mystère scientifique intense. Initialement décrit comme une espèce distincte, ce petit tyrannosauridé mesurait environ 6 à 7 mètres de long, soit bien plus petit que le T-Rex adulte. Cependant, une controverse persiste pour savoir s'il constitue réellement une espèce séparée ou s'il s'agit simplement d'un jeune T-Rex encore en croissance. Ce débat, l'un des plus animés en paléontologie, conditionne la manière dont on perçoit les interactions entre ces animaux. Si le Nanotyrannus est bien un véritable rival adulte, cela implique la coexistence de plusieurs tyrannosauridés concurrents, ce qui aurait produit une dynamique écologique complexe. En revanche, s'il s'agit d'un juvénile, cela modifie profondément notre compréhension des stratégies de chasse et de survie chez le T-Rex. Outre ces deux représentants tyrannosauridés, d'autres grands théropodes contemporains ont sans doute constitué des rivaux importants ou, du moins, des concurrents occasionnels. Par exemple, des représentants des groupes des Dromaeosauridés et des Troodontidés, plus petits mais agiles, étaient présents, occupant souvent des niches différentes, focalisées sur des proies plus petites ou des modes de vie plus opportunistes. Enfin, même dans un cadre localisé au continent nord-américain, les interactions entre ces carnivores illustraient une compétition pour les ressources alimentaires et les territoires. Il est probable que ces grands prédateurs repoussaient régulièrement les limites de leur territoire, entraînant des rencontres, voire des combats occasionnels. Les fossiles très marqués par les blessures, comme nous l'avons évoqué précédemment, confirment que la vie de ces superprédateurs n'était pas seulement une quête pour la nourriture, mais aussi une lutte constante pour la suprématie. En somme, le T-Rex ne régnait pas seul sur son royaume. Entre le robuste Daspletosaurus, le mystérieux Nanotyrannus et d'autres théropodes de tailles et d'habitudes variées, la fin du Crétacé supérieur apparaît comme une époque où la compétition entre carnivores géants battait son plein. Ces interactions ont sans doute influencé de manière significative leur évolution, leur comportement et même la configuration des écosystèmes dans lesquels ils vivaient. Le portrait précis de ces rivaux est cependant encore en évolution, grâce aux découvertes fossiles récentes et à l'amélioration constante des techniques d'analyse. La prochaine étape de notre exploration nous conduira à plonger plus en détail dans l'énigme que représente le Nanotyrannus et ses relations possibles avec le Tyrannosaurus rex, révélant un débat paléontologique passionnant et aux implications majeures. L'énigme du Nanotyrannus est l'une des questions les plus fascinantes et controversées qui agitent la paléontologie contemporaine, particulièrement lorsqu'il s'agit de comprendre les dynamiques des superprédateurs du Crétacé supérieur en Amérique du Nord. Depuis sa découverte, le Nanotyrannus a suscité un débat passionné. S'agit-il d'une espèce distincte et rivale du célèbre Tyrannosaurus rex ou simplement d'un T-Rex juvénile? Cette distinction est cruciale car elle influence profondément notre compréhension de la diversité, de la compétition et de la biologie comportementale des tyrannosauridés. Le Nanotyrannus, dont le nom signifie « petit tyran lézard », a été décrit à partir de fossiles fragmentaires, dont le plus fameux est un crâne découvert dans les années 1940 dans le Montana, à la formation de Hell Creek. Cet animal mesurait nettement moins que le T-Rex adulte, autour de 6 à 7 mètres de long,
soit presque la moitié de la taille maximale du T-Rex. Ce petit gabarit et certaines caractéristiques anatomiques plus grêles ont amené certains chercheurs à le classer comme une espèce distincte, un tyrannosaure plus léger et plus élancé, peut-être spécialisé dans un style de chasse différent. Cependant, cette classification a vite été remise en question. Plusieurs experts avancent que les différences observées seraient mieux expliquées par le stade de développement de l'individu, c'est-à-dire qu'il s'agirait d'un jeune Tyrannosaurus rex en pleine croissance. Cette hypothèse est soutenue par l'étude histologique des os, qui révèle des structures osseuses typiques de jeunes individus, encore en phase de croissance rapide, contrairement aux os plus massifs et plus calcifiés d'adultes. D'autres arguments en faveur du Nanotyrannus en tant que jeune T-Rex reposent sur la variabilité naturelle des traits anatomiques au sein d'une même espèce en cours de maturation. Par exemple, les changements dans la forme du crâne, le nombre et la taille des dents et la robustesse des os peuvent évoluer significativement du stade juvénile à l'âge adulte. Des fossiles de T-Rex juvéniles récemment découverts présentent des similitudes frappantes avec les spécimens attribués au Nanotyrannus, ce qui renforce l'idée qu'ils appartiendraient à une seule et même espèce. Néanmoins, les partisans d'un Nanotyrannus distinct soulignent que certaines caractéristiques sont trop spécialisées pour être simplement le fruit du développement juvénile. Par exemple, la forme plus étroite du crâne et certaines proportions anatomiques différeraient suffisamment pour justifier une séparation taxonomique. Ils évoquent également la coexistence possible de plusieurs tyrannosauridés dans les mêmes habitats, ce qui suggère une partition écologique où le Nanotyrannus aurait été un prédateur plus petit, peut-être plus agile et spécialisé, en compétition directe avec le T-Rex adulte. Ce débat ne se limite pas à une simple question de classification. Il soulève des implications majeures sur la dynamique des populations et les interactions entre ces superprédateurs. Si le Nanotyrannus est véritablement un concurrent à part entière, cela implique une biodiversité plus riche, avec des niches écologiques bien définies. À l'inverse, si ce n'est qu'un stade de croissance du T-Rex, cela suggère une stratégie évolutive impliquant une forte pression sur les jeunes individus pour survivre jusqu'à l'âge adulte, avec des changements morphologiques et comportementaux significatifs. Le défi principal auquel sont confrontés les paléontologues réside dans la rareté des fossiles complets et le fragmentarisme qui caractérise ces découvertes. Les différences morphologiques peuvent être difficiles à interpréter sans une série complète d'individus de différentes morphologies et âges. Les analyses techniques les plus avancées, comme la microstructure osseuse, la datation par isotope et les modélisations biomécaniques, sont mobilisées pour tenter d'apporter une réponse claire. De plus, l'étude des relations phylogénétiques entre les tyrannosauridés continue d'évoluer à mesure que de nouvelles découvertes voient le jour. Le Nanotyrannus tient une place centrale dans ces débats, car il pourrait soit renforcer la notion d'une richesse écologique complexe, soit resserrer la compréhension des cycles de vie du T-Rex. En somme, le mystère du Nanotyrannus illustre parfaitement les défis et la richesse de la recherche paléontologique actuelle. Qu'il s'agisse d'un rival farouche ou simplement d'un jeune T-Rex, la poursuite de cette énigme offre une occasion unique d'approfondir notre compréhension des dinosaures emblématiques du Crétacé supérieur et de leurs interactions dans un monde où la loi du plus fort régnait sans partage. Dans la suite de notre enquête, nous nous pencherons sur les hypothèses concernant les interactions entre ces superprédateurs, abordant les origines possibles de leurs affrontements, la coexistence, la compétition alimentaire, voire les comportements liés au dépeçage des carcasses. Ce sera une plongée fascinante au cœur des luttes qui ont façonné leur histoire, au cœur de la compréhension des interactions
entre les grands théropodes du Crétacé supérieur, notamment le Tyrannosaurus rex et ses rivaux, se trouvent plusieurs hypothèses scientifiques qui tentent d'expliquer la nature et l'intensité des affrontements relevés par l'étude des fossiles. Ces hypothèses explorent différents aspects du comportement et des motivations qui auraient poussé ces superprédateurs à entrer en conflit. Affrontements directs pour la suprématie, compétition alimentaire acharnée, ou encore lutte autour du dépeçage de carcasses. Chacune de ces pistes ouvre une fenêtre sur les mécanismes complexes dictant la vie de ces monstres préhistoriques. La première et la plus spectaculaire des hypothèses est celle des affrontements directs, où des Tyrannosaurus rex et d'autres grands théropodes se seraient engagés dans des combats violents pour asseoir leur domination territoriale ou leur position sociale. Ces luttes peuvent être comparées, dans une certaine mesure, aux combats observés chez certains grands prédateurs modernes, tels que les lions ou les crocodiles, où les mâles s'affrontent pour le contrôle d'un territoire ou d'un harem. Cette idée est soutenue par la fréquence notable de cicatrices et de blessures sur des ossements crâniens et corporels qui portent la signature incontestable de morsures puissantes infligées par d'autres individus de taille comparable. Ces marques témoignent d'affrontements où la force brute, la capacité à infliger des blessures rapides et graves et la résistance aux attaques auraient déterminé le vainqueur. D'un autre côté, la compétition alimentaire est aussi un moteur puissant des conflits entre prédateurs. Dans un écosystème aussi riche que celui du Crétacé supérieur nord-américain, où plusieurs grands carnivores coexistaient, l'accès à la nourriture pouvait être limité, surtout dans les périodes de raréfaction des ressources. Cela a sans doute accentué la rivalité, chaque individu ou groupe cherchant à maximiser son apport énergétique. Les carcasses, qu'elles proviennent de ses propres victimes ou d'autres sources, constituaient une ressource précieuse qui pouvait engendrer des luttes féroces. La concurrence pour la nourriture peut alors engendrer des comportements agressifs, parfois mortels, mais aussi des stratégies d'intimidation ou de parade destinées à éviter le contact physique direct lorsque cela est possible. Une autre hypothèse se focalise sur la dynamique du dépeçage de carcasses, un moment clé où les grands prédateurs entraient en compétition directe ou indirecte. Les marques de morsures retrouvées sur des os de carcasses de dinosaures, parfois superposés ou à proximité, indiquent une séquence d'utilisation partagée ou contestée des restes. Il est plausible que le Tyrannosaurus rex, avec sa mâchoire capable de broyer les os, ait désavantagé certains concurrents ou charognards moins puissants. Mais ceux-ci auraient essayé de profiter des restes avant que le superprédateur arrive ou entre dans la carcasse. Cette dynamique peut avoir provoqué des affrontements territoriaux à l'intérieur même de l'acte de nourrissage, renforçant la compétition entre congénères, mais aussi entre espèces différentes. Il faut également noter que les interactions ne se réduisaient pas nécessairement à des combats ouverts. Certaines blessures identifiées sur les fossiles pourraient résulter de comportements rituels, de démonstrations d'intimidation, voire de conflits sociaux à l'intérieur d'un même groupe ou entre individus familiers. Des blessures non mortelles et cicatrisées suggèrent que les échanges violents étaient parfois encadrés par des règles comportementales complexes, où le but n'était pas toujours la destruction totale de l'adversaire, mais plutôt la défense d'un territoire ou l'affirmation d'une hiérarchie. Le contexte écologique joue également un rôle primordial dans la compréhension de ces interactions. La diversité des niches écologiques occupées par les différents théropodes ainsi que la dynamique des populations d'herbivores imposait un équilibre fragile. Toute perturbation, qu'elle soit liée à un changement climatique, à la disponibilité des proies ou à une variation dans la population des prédateurs, pouvait entraîner une intensification des contacts et des rivalités entre carnivores.
Les données provenant des fossiles, bien que partielles, sont corroborées et enrichies par des modèles biomécaniques et des observations comportementales de prédateurs modernes, ouvrant la voie à des reconstitutions plausibles de ces interactions. Ces études suggèrent que les affrontements, la compétition pour la nourriture et le partage, ou la lutte autour des carcasses, étaient des aspects interconnectés d'un mode de vie où la survie dépendait autant de la force physique que de stratégies comportementales élaborées. Ainsi, qu'il s'agisse de batailles qui faisaient trembler la terre, de compétitions silencieuses pour un festin partagé, ou encore d'échanges mesurés au sein d'une hiérarchie sociale. Les interactions entre ces superprédateurs étaient multiformes et dynamiques. Elles reflétaient un équilibre délicat entre collaboration et antagonisme, stratégie et survie. Au fil des découvertes et des analyses, ces hypothèses continueront à s'affiner, nourries par l'étude rigoureuse des fossiles, jusqu'à révéler peu à peu la vérité cachée derrière les cicatrices d'une époque lointaine où les plus redoutables prédateurs s'affrontaient pour rester au sommet. Plonger dans le passé du Crétacé supérieur, c'est s'aventurer dans un univers où le règne des superprédateurs imposait des règles rigoureuses, dictées par la loi du plus fort et la nécessité impérieuse de survivre. Parmi eux, le Tyrannosaurus rex, véritable icône des dinosaures, devait en permanence faire face à d'autres redoutables rivaux tels que le Daspletosaurus, le mystérieux Nanotyrannus et potentiellement d'autres grands théropodes. Reconstituer les scénarios de confrontation entre ces géants est un exercice fascinant, alliant science rigoureuse, analyse comportementale et un soupçon d'imagination éclairé par les données fossiles. Premièrement, il est important de comprendre le cadre naturel dans lequel ces rencontres se déroulaient. Les plaines, forêts et zones humidifiées de l'Amérique du Nord, il y a environ 68 à 66 millions d'années, accueillaient un écosystème dense, en grandes proies herbivores, tels que les hadrosaures, les cératopsiens et les ankylosaures. Cette abondance alimentaire ne garantissait cependant pas une paix durable, car la compétition entre carnivores pour la domination territoriale ou simplement l'accès aux ressources était féroce. Les confrontations entre T-Rex et Diapletosaurus, proches cousins mais légèrement plus petits, pouvaient être provoquées par la défense de territoires de chasse ou par l'accès aux femelles en période reproductive. Imaginons une scène où deux mâles adultes se croisent dans une zone riche en ressources. D'abord, les deux adversaires pourraient se mesurer par des signaux visuels, tels que des démonstrations de taille, des rugissements ou des postures menacières. Si cela ne suffisait pas à résoudre la compétition, le combat pouvait s'engager avec des morsures portées au niveau de la tête, du cou ou des flancs, zone vulnérable, dans une lutte où chaque coup pouvait décider de la vie ou de la mort. Un autre scénario plausible concerne le Nanotyrannus, dont le statut reste débattu. Si le Nanotyrannus était une espèce distincte, plus agile et plus petite, les affrontements avec un adulte T-Rex auraient pu ressembler à des chasses opportunistes, où le grand tyrannosaure tenterait d'éliminer un concurrent plus petit mais rapide, tandis que le Nanotyrannus aurait cherché à éviter le combat ouvert, usant de sa vitesse et de la connaissance du territoire pour échapper à la prédation ou pour lui disputer des carcasses laissées sans surveillance. Parfois, ces rencontres ne débouchaient pas nécessairement sur des combats sanglants, mais sur des alertes et une compétition indirecte. Le T-Rex, doté d'une capacité olfactive et visuelle très développée, pouvait détecter la présence d'un rival à distance et décider de l'intimidation par des démonstrations de force pour éviter la confrontation directe, ce qui aurait été risqué et énergivore. Un autre contexte fréquent de confrontation était la compétition autour des carcasses.
Dans cet environnement périlleux, le partage des ressources est toujours source de conflits, notamment lorsque la chair est rare. Imaginons une carcasse fraîche, sans prédateur majeur apparent. Plusieurs tyrannosauridés ou grands théropodes pourraient converger pour en profiter. Le T-Rex, avec sa morsure puissante, tenterait de chasser ses rivaux par des morsures intimidantes ou des charges. Ce type d'interaction est certes moins dramatique qu'un combat à mort, mais les blessures infligées dans ces luttes pour la nourriture pouvaient être importantes. Enfin, il faut envisager les combats intraspécifiques, c'est-à-dire entre individus de la même espèce, souvent pour des raisons territoriales ou liées à la reproduction. Dans ces matchs violents, les adversaires adoptaient des stratégies tactiques pour blesser tout en se protégeant, comme viser la tête ou la gorge, tout en essayant d'éviter les attaques adverses. Les traces osseuses montrent parfois ces visions contrastées entre attaques et défenses. Les données biomécaniques donnent des pistes précieuses. Les crânes robustes et la puissance de morsure suggèrent un mode de combat où la force et la résistance aux impacts étaient clés. On imagine ainsi des chocs puissants, des morsures qui laissaient des cicatrices profondes, des échanges brutaux, rappelant les confrontations des plus grands carnivores terrestres d'aujourd'hui. Toutes ces hypothèses, affrontements territoriaux, lutte pour la nourriture, tentatives d'intimidation, combats intra- et interspécifiques, composent un paysage dynamique et complexe, révélant que la rivalité entre T-Rex et ses contemporains ne se limitait pas à une simple domination unilatérale, mais à un ballet cruel où chaque rencontre pouvait basculer entre coopération silencieuse et lutte mortelle. Cette reconstitution des rencontres possibles, bien qu'incomplète du fait des limites des traces fossiles, s'appuie sur une accumulation croissante d'observations et de modélisation. Elle permet ainsi d'imaginer ces monstres du passé dans leur vie quotidienne, engagés dans une quête constante de suprématie, où chaque affrontement, chaque morsure, racontait une nouvelle page de cette histoire ancienne, mêlant violence, stratégie et survie. La lecture des fossiles nous offre parfois des récits saisissants, figés à jamais dans la roche, témoins silencieux d'affrontements entre redoutables titres du Crétacé supérieur. Parmi ces récits, il est essentiel de distinguer deux grandes catégories d'interactions. D'une part, les combats interspécifiques, c'est-à-dire opposant des individus de différentes espèces, et d'autre part, les combats intraspécifiques, où s'affrontent des membres de la même espèce. Cette distinction est fondamentale pour comprendre les dynamiques écologiques, la compétition, mais aussi le comportement social des grands théropodes, comme le Tyrannosaurus rex. Les témoignages fossiles d'affrontements interspécifiques révèlent souvent la brutalité des confrontations entre prédateurs appartenant à des groupes distincts. Par exemple, les marques de morsures profondes ou les os fracturés, retrouvés sur des spécimens de grands dinosaures carnivores, indiquent que le Tyrannosaurus rex pouvait se battre non seulement avec ses congénères, mais aussi avec d'autres théropodes comme Daspletosaurus ou encore d'éventuels représentants du Nanotyrannus. Ces blessures montrent que la compétition pour les ressources alimentaires, les territoires ou les carcasses ne se limitait pas à une simple cohabitation pacifique. Des traces spécifiques, comme des dents d'un théropode incrustées dans les ossements d'un autre, offrent une preuve directe de ces affrontements interspécifiques. Ces indices sont souvent renforcés par la co-occurrence géographique et temporelle des fossiles, consolidant la réalité d'un environnement où la lutte entre espèces constituait une part vitale de la vie. Ces luttes interspécifiques pouvaient être particulièrement violentes, impliquant des morsures puissantes capables de briser les os et de causer des blessures mortelles. Elles reflètent également la complexité des écosystèmes du Crétacé supérieur, où plusieurs prédateurs coexistaient et se disputaient un nombre limité de proies, créant un véritable théâtre d'affrontements constants.
Parallèlement, les fossiles dévoilent aussi des blessures résultant d'affrontements intraspécifiques, c'est-à-dire entre individus de la même espèce. Ces traces sont particulièrement intéressantes, car elles éclairent des aspects comportementaux tels que la compétition sexuelle, les luttes territoriales ou encore les interactions sociales entre adultes. Sur les squelettes de plusieurs T-Rex, on observe des marques de morsures et des fractures sur des zones stratégiques comme la tête, le cou ou les flancs, qui semblent résulter de combats entre congénères. La présence de cicatrices osseuses montre que ces animaux ont parfois survécu à ces luttes, ce qui suggère que ces affrontements pouvaient être ritualisés, évitant systématiquement la mort dans une tentative d'établir une hiérarchie sans désastre total. Il est également possible que ces combats intra-espèces aient joué un rôle dans l'établissement des territoires ou dans la sélection sexuelle, comme on peut l'observer chez certains grands prédateurs actuels. Ces interactions régulières, mais modulées, témoigneraient d'un comportement social relativement complexe, dépassant la simple rivalité brutale. La distinction entre marques de morsures interspécifiques et intraspécifiques n'est pas toujours aisée pour les paléontologues. Elle repose sur plusieurs critères. La taille, la forme et la disposition des morsures, la localisation des blessures et le contexte géologique du fossile sont mis en regard pour dégager des hypothèses robustes. Une morsure large et puissante sur une zone stratégique peut indiquer un combat entre grands prédateurs, mais peut aussi provenir d'un combat territorial violent entre congénères. Par ailleurs, dans certains cas, l'analyse histologique des os permet de déterminer si les blessures se sont produites durant la vie de l'animal, avec signe de guérison, ou bien après sa mort, dans un scénario de charognage. Cette distinction aide à mieux comprendre la nature de l'interaction, car les blessures post-mortem ne traduisent pas un combat direct. Ces études ont révélé que les affrontements, qu'ils soient interspécifiques ou intraspécifiques, étaient probablement fréquents et contribuaient à façonner non seulement la vie individuelle des théropodes, mais également leur évolution. La pression exercée par ces conflits a pu influencer la sélection des traits physiques et comportementaux, comme la robustesse du crâne, la puissance de la mâchoire, ou encore les stratégies de chasse et de défense. En conclusion, les fossiles portant les stigmates de ces combats révèlent un monde du Crétacé où la coexistence de plusieurs grands prédateurs se traduisait par des luttes souvent violentes, que ces rivalités aient lieu entre espèces différentes ou au sein même d'une population. Ces témoignages fossiles enrichissent notre compréhension des relations écologiques complexes et des comportements adaptatifs qui ont sous-tendu la survie et la domination des théropodes sur leur environnement. Dans les sections suivantes, nous approfondirons les stratégies de chasse et les raisons qui expliquent ces affrontements mortels entre prédateurs géants, complétant ainsi cette fresque fascinante du règne des superprédateurs. Au cœur de la suprématie du Tyrannosaurus rex et de ses contemporains se trouve une quête incessante de survie et de dominance, où stratégies de chasse et confrontations mortelles s'entremêlent de manière complexe et souvent brutale. Pour comprendre pourquoi et comment ces grands prédateurs en vinrent à s'affronter violemment, il est indispensable d'explorer leurs méthodes de chasse, leurs adaptations comportementales, ainsi que les contextes écologiques et sociaux qui alimentaient ces violences. D'abord, les stratégies de chasse chez les superprédateurs tels que le T-Rex reposaient en grande partie sur une combinaison de puissance brute, sens aiguisé et certaines formes d'intelligence tactique. Doté d'une morsure phénoménale, capable de broyer les os, le T-Rex était sans doute un chasseur capable d'attaques rapides et dévastatrices, visant à neutraliser rapidement ses proies, souvent beaucoup plus grandes et puissantes que lui. Son sens de l'odorat particulièrement développé
suggère qu'il pouvait traquer des proies à longue distance, tandis que sa vision binoculaire lui procurait une bonne estimation des distances, un atout indispensable pour une attaque précise. Chez d'autres prédateurs contemporains, comme le Daspletosaurus ou les plus petits tyrannosauridés, la chasse semblait plus axée sur l'agilité et la vitesse, avec notamment une capacité d'embuscade et d'attaque surprise. Ces variations dans la stratégie reflètent des adaptations complémentaires au sein d'écosystèmes diversifiés, où la niche du prédateur suprême pouvait être contestée ou partagée. Les raisons des affrontements mortels entre ces grands carnivores sont tout aussi multifactorielles. La compétition pour la nourriture constitue l'un des moteurs essentiels. Dans un environnement où les carcasses fraîches ne sont jamais garanties, la lutte pour accéder à ces ressources pouvait devenir violente. Les grandes proies herbivores, telles que les hadrosaures et les cératopsiens, nécessitaient un effort collectif parfois, et le partage inégal des prises pouvait engendrer rivalité et conflits. La territorialité joue aussi un rôle primordial dans les combats entre prédateurs. Ces dinosaures, pour assurer leur accès privilégié à des territoires riches en proies ou en sites de nidification, engageaient des luttes pour délimiter ou défendre leur domaine. Ces batailles pouvaient avoir des dimensions sociales, avec l'établissement d'une hiérarchie au sein de la population, où les individus dominants avaient priorité sur les ressources. La reproduction est également une cause fréquente d'affrontements. Comme chez de nombreuses espèces animales, la compétition pour les partenaires sexuels conduit souvent à des luttes violentes entre mâles. Les marques de morsures sur des fossiles indiquent parfois que ces conflits pouvaient être particulièrement intenses, ciblant la tête et le cou, cherchant à blesser l'adversaire pour s'assurer la reproduction. Un autre élément intéressant est la dynamique du dépeçage, où plusieurs prédateurs ou charognards se disputaient les restes d'une carcasse. Ces moments étaient particulièrement tendus, et la proximité entre rivaux pouvait rapidement dégénérer en affrontement. Sur le plan biomécanique, les fossiles ont révélé des adaptations spécifiques destinées à maximiser l'efficacité dans ces luttes mortelles. Des crânes robustes, capables d'encaisser des chocs répétés, des mâchoires puissantes, et sans doute aussi une musculature adaptée à des comportements agressifs. Ces traits anatomiques révèlent un équilibre entre la nécessité de chasser, de se défendre et d'attaquer efficacement ses rivaux. Par ailleurs, la présence de blessures cicatrisées sur certains fossiles indique que ces affrontements n'étaient pas toujours fatalement létaux. Certains combats pouvaient être rituels, servant à établir un ordre sans entraîner la mort immédiate de l'adversaire, permettant ainsi la coexistence au sein d'une même espèce ou d'un même territoire. Cette dualité entre combat sanguinaire et rituel d'intimidation correspond à une complexité comportementale que l'on tend à retrouver chez les prédateurs modernes, renforçant l'idée que ces dinosaures, malgré leur apparence sauvage, pouvaient montrer des formes sophistiquées de comportements sociaux et de communication. En somme, les stratégies de chasse et les raisons des affrontements mortels chez les grands prédateurs du Crétacé supérieur traduisent un équilibre précaire entre nécessité biologique, compétitivité et survie. Chaque combat portait la lourde charge, non seulement d'assurer la vie individuelle, mais aussi de façonner la dynamique des écosystèmes et l'évolution même de ces redoutables carnivores. Cette réflexion ouvre désormais la voie à une exploration plus approfondie des luttes spécifiques autour des ressources alimentaires, que nous aborderons dans la prochaine section consacrée à la compétition autour des carcasses et aux preuves fossiles de ces luttes acharnées. Au sein des écosystèmes du Crétacé supérieur, les carcasses d'animaux morts constituaient une ressource alimentaire précieuse, particulièrement convoitée par les grands carnivores comme le Tyrannosaurus rex et ses rivaux. L'accès à cette nourriture ne passait pas toujours par la chasse active.
Souvent, les superprédateurs devaient affronter d'autres bêtes pour s'approprier les restes, donnant ainsi lieu à de féroces compétitions autour des carcasses. Ces conflits, parfois violents, laissent encore aujourd'hui des traces fossiles qui nous racontent une histoire riche et brutale. Les preuves fossiles issues de ces luttes alimentaires ont été identifiées essentiellement grâce à l'analyse des marques de morsures retrouvées sur des ossements appartenant à des carcasses déchiquetées. Contrairement aux proies fraîches, où les blessures proviennent directement de la chasse, les marques sur les os concernés par la décomposition sont révélatrices d'une exploitation successive et disputée des cadavres. Ces traces sont souvent superposées, indiquant que plusieurs prédateurs ou charognards se sont relayés ou ont affronté sur un même point de nourriture. Par exemple, plusieurs os d'herbivores particulièrement résistants, comme ceux des hadrosaures ou des cératopsiens, portent des empreintes profondes et parfois fracturées, montrant que certains théropodes ne se contentaient pas de déchirer la chair, mais cherchaient aussi à accéder à la moelle osseuse, une source nutritive riche et convoitée. La puissance de morsure exceptionnelle du T-Rex, capable de briser des os massifs, lui conférait un avantage certain dans ces contextes, lui permettant d'écarter ou de dominer ses rivaux. Mais des marques de morsure, observées sur des fossiles, indiquent aussi la présence d'autres carnivores, charognards ou prédateurs plus petits, qui profitaient parfois de l'absence, de la fatigue ou du retrait temporaire du maître des lieux. Ces indices traduisent une dynamique complexe où les carcasses étaient des terrains d'affrontement et de négociations tacites, parfois interrompus par des charges, des rugissements ou des morsures intimidantes. Plusieurs fossiles démontrent des blessures typiques infligées lors de ces luttes. Fractures multiples, morsures perforantes sur les côtés ou les nageoires des proies, ainsi que d'ossements éparpillés, témoignant d'une bataille acharnée autour de la ressource. Le retard dans la consommation d'une carcasse pouvait également attirer une diversité d'intervenants, comprenant des charognards plus petits qui bénéficiaient des restes laissés par les superprédateurs. L'étude des sites fossilifères où s'accumulent ces marques révèle parfois des concentrations d'ossements, présentant des signes de consommation interruptive et de compétition intense. Des assemblages d'os de plusieurs herbivores, blessés ou morts, sont parfois accompagnés de traces de morsures et de piétinements, évoquant des scènes de lutte et de déplacement du cadavre sous la pression des prédateurs en compétition. Ces observations sont corroborées par des études expérimentales et comparatives, avec le comportement des grands carnivores modernes, tels que les lions ou les hyènes, qui partagent des comportements de compétition marqués autour des carcasses, incluant des affrontements occasionnels et des stratégies de domination. Le comportement des grands théropodes dans ces luttes pour la nourriture semblait donc réuni autour de plusieurs stratégies. D'une part, le T-Rex, puissant et dominant, pouvait chasser ses rivaux par sa force pure. Mais d'autre part, il devait aussi gérer des rivalités plus fines, évitant parfois des confrontations inutiles lorsque les coûts en énergie ou en risque étaient trop importants. Les fossiles ne trahissent pas qu'un unique modèle purement agressif, mais bien un éventail de comportements adaptatifs à une situation complexe et changeante. En résumé, la compétition autour des carcasses apparaît comme un facteur déterminant dans la vie quotidienne des superprédateurs du Crétacé supérieur. Les preuves fossiles nous racontent ces luttes brutales et répétées, où la faim, la force et la ruse s'entremêlaient pour décider qui, parmi ces titans, remporterait le festin. Ces confrontations, parfois sanglantes, sont un élément clé pour comprendre les dynamiques biologiques et comportementales de ces impressionnants carnivores qui fascinent encore aujourd'hui. Poursuivant notre enquête, la prochaine étape
nous mènera à explorer les indices révélés par les états de guérison sur les squelettes, qui témoignent des blessures non mortelles, de leur fréquence, et offrent un éclairage précieux sur la vie et la résilience de ces animaux, face aux multiples dangers de leur environnement. Lorsque l'on étudie les fossiles de grands théropodes du Crétacé supérieur, tels que le Tyrannosaurus rex, un aspect fascinant et révélateur de leur vie quotidienne est la présence d'indices d'état de guérison sur leurs os. Ces traces, témoignant de blessures non mortelles, jouent un rôle clé dans notre compréhension du comportement, de la résilience et des interactions sociales de ces géants disparus. Contrairement aux blessures fatales, qui souvent entraînent la mort rapide d'un individu, les blessures ayant laissé des signes de cicatrisation indiquent que l'animal a survécu assez longtemps pour que son corps initie et accomplisse un processus de réparation osseuse. L'examen minutieux de ces états de guérison permet ainsi non seulement de déceler la fréquence des blessures subies, mais aussi d'évoquer les circonstances dans lesquelles elles sont apparues, qu'il s'agisse de combats, d'accidents ou d'attaques par d'autres prédateurs. Les techniques modernes d'imagerie, telles que la tomodensitométrie, scanner, associées à des analyses microscopiques, ont considérablement amélioré la détection de ces cicatrices sur les os fossilisés. Les paléontologues peuvent ainsi observer les réactions biologiques comme l'ossification secondaire, la formation de callosités ou les remodelages osseux, caractéristiques d'une guérison réussie. Les fossiles de T-Rex ont livré de nombreux exemples frappants. Parfois, on trouve sur les crânes des traces de morsures qui ont fragmenté l'os. Mais ces fractures montrent ensuite une réparation partielle, attestant que l'individu a survécu à des affrontements corporels et a pu récupérer suffisamment pour continuer à vivre. D'autres marques, localisées sur les côtes ou les phalanges, évoquent des blessures infligées par des prédateurs lors d'attaques ou de luttes pour la nourriture. La fréquence de ces blessures cicatrisées dans les collections fossiles est non négligeable, suggérant que les blessures non mortelles faisaient partie intégrante de la vie des grands carnivores. Cela révèle un environnement hostile, où les superprédateurs subissaient régulièrement des combats ou des accidents, mais pouvaient, grâce à des capacités biologiques robustes, survivre et guérir. Cette capacité de guérison pose également des questions passionnantes sur les stratégies de vie des dinosaures. La résistance à la douleur, la régénération des tissus et sans doute aussi des comportements adaptés pour minimiser les risques lors des affrontements, comme des combats ritualisés ou une dominance établie sans mise à mort systématique. De plus, certains fossiles montrent des blessures multiples, avec différentes phases de cicatrisation, indiquant que certains individus ont survécu à plusieurs incidents, accumulant cicatrices au fil du temps. Cela renforce l'idée d'une vie marquée par des conflits répétés, qu'ils soient d'ordre territorial, alimentaire ou social. Enfin, l'étude de ces états de guérison éclaire aussi le rapport entre blessure et évolution. La capacité à survivre et à se remettre de telles blessures aurait fourni un avantage sélectif, favorisant des individus capables de résistance et de récupération rapide. Cette dynamique a pu influencer la morphologie et le comportement des théropodes, contribuant à leur succès comme grands prédateurs. Ainsi, les cicatrices osseuses témoignant d'états de guérison représentent bien plus que de simples égratignures du passé. Elles sont le récit silencieux d'une existence rude, mais acharnée, où la vie reprenait toujours le dessus, malgré les coups portés par la nature et les rivaux. Ces indices nous permettent de mieux concevoir la complexité et la vitalité des grands théropodes du Crétacé, offrant une nouvelle dimension à notre connaissance de ces animaux légendaires. Dans les sections suivantes, nous aborderons les méthodes scientifiques employées pour analyser ces preuves fossiles, leurs limites, ainsi que les controverses qui subsistent, notamment sur l'origine exacte des blessures
et sur l'interprétation des interactions sociales entre ces prédateurs. L'étude des fossiles de grands théropodes, notamment du Tyrannosaurus rex et de ses rivaux, repose sur un ensemble de méthodes scientifiques rigoureuses qui permettent de décrypter les traces laissées par ces prédateurs d'antan. Toutefois, malgré toutes les avancées, la recherche paléontologique comporte aussi ses limites intrinsèques, découlant de la nature même des preuves fossiles. Pour comprendre comment les scientifiques analysent les os marqués par des combats ou des blessures et quelles sont les contraintes de ces études, penchons-nous sur les techniques employées et sur les défis auxquels la paléontologie est confrontée. Les premières étapes d'analyse consistent en une observation détaillée et une description morphologique des fossiles. En paléontologie, l'examen visuel reste fondamental pour repérer des marques de morsure, des fractures, des remodelages osseux ou d'autres altérations caractéristiques. Ces observations sont souvent complétées par l'usage de la photographie à haute résolution, de la microscopie optique et électronique, afin d'étudier la texture fine des surfaces, façon de distinguer les marques d'entaille, des altérations dues à des causes abiotiques, comme l'érosion ou la sédimentation. L'imagerie médicale joue également un rôle majeur. La tomodensitométrie, scanner 3D, permet de visualiser l'intérieur des os sans les endommager, révélant des fractures internes, des zones de régénération osseuse ou des structures atypiques. Ces techniques aident à comprendre non seulement la nature des blessures, mais aussi les processus de guérison, donnant des indices sur la chronologie des événements et sur la survie des animaux après leurs blessures. La modélisation biomécanique constitue une autre approche clé. Les chercheurs utilisent des reconstructions numériques des crânes et des mâchoires, accompagnées de simulations informatiques, pour estimer la force des morsures et la résistance des os. Ces analyses aident à interpréter les traces de morsures, à associer une marque à une espèce spécifique, ou à envisager le type d'affrontement qui a pu produire ces blessures. Parallèlement, l'étude anatomique comparative, qui met en relation les fossiles avec les espèces actuelles et entre différentes espèces fossiles, est essentielle pour identifier l'origine des marques. Elle permet de déterminer si une morsure provient d'un congénère, d'un rival d'une autre espèce ou d'un charognard post-mortem. Cette démarche repose souvent sur un travail minutieux de reconstitution morphologique des dents, de leur taille et forme, pour correspondre aux dimensions des traces observées. Cependant, malgré ces outils avancés, plusieurs limites subsistent face aux preuves fossiles. Premièrement, le registre fossile est intrinsèquement incomplet et biaisé. Tous les organismes ne fossilisent pas, et parmi ceux qui le font, seuls certains restes apparaissent dans des conditions favorables à la conservation. Cet échantillon partiel rend complexe l'interprétation globale et peut donner une image fragmentaire des interactions. Deuxièmement, les altérations post-mortem peuvent parfois être confondues avec des marques de morsure ou des blessures. Des phénomènes naturels tels que l'érosion, le piétinement, le transport par l'eau ou l'action d'autres animaux charognards peuvent provoquer des marques qui miment parfois des blessures infligées en vie. La distinction demande une expertise pointue et la possibilité d'examiner le contexte géologique. Troisièmement, l'attribution précise des marques à une espèce spécifique demeure délicate. Dans un écosystème où plusieurs grands théropodes coexistaient, l'identification d'un rival ou même de l'origine exacte d'une morsure n'est pas toujours certaine et repose sur des hypothèses étayées mais non exemptes d'erreurs possibles. Enfin, il est souvent difficile de déterminer si une blessure était mortelle ou non, ou encore si elle résultait d'un combat intraspécifique, interspécifique, d'une attaque prédatrice ou même d'un accident. Cette incertitude oblige les scientifiques à conserver des interprétations ouvertes
et contradictoires. Pour conclure, si les méthodes scientifiques modernes offrent des outils puissants pour analyser les traces laissées par les superprédateurs du Crétacé, la nature fragmentaire et parfois ambiguë des fossiles impose une grande prudence. Il reste souvent un soupçon d'incertitude qui stimule en permanence la recherche, la découverte de nouveaux fossiles et l'amélioration des techniques analytiques. Cette dynamique perpétuelle promet un progrès continu dans la résolution des mystères entourant ces géants préhistoriques. Les prochaines sections aborderont ainsi les controverses spécifiques liées à l'origine des blessures, blessures infligées par des congénères ou par d'autres espèces, ainsi qu'une comparaison avec d'autres grands prédateurs du Crétacé, avant de présenter les récentes découvertes et les perspectives futures de la paléontologie. L'étude des blessures sur les fossiles de grands théropodes, et notamment du Tyrannosaurus rex, soulève une question qui alimente débats et controverses au sein de la communauté scientifique. Les marques de morsure et les cicatrices observées ont-elles été infligées par des congénères, c'est-à-dire d'autres individus de la même espèce, ou bien proviennent-elles d'agressions entre espèces différentes? Cette distinction, bien qu'apparemment simple, révèle des défis méthodologiques et interprétatifs majeurs, car elle conditionne fortement la compréhension des comportements sociaux, des rivalités écologiques et des interactions dans les écosystèmes du Crétacé supérieur. D'une part, les analyses morphologiques des traces sur les os permettent parfois d'identifier certaines caractéristiques précises qui font penser à des morsures de congénères, des empreintes dentaires correspondant parfaitement à la taille et à la forme des dents des T-Rex adultes, localisées sur des zones fréquemment impliquées dans les luttes intra-espèces, comme le museau et la région du cou. Ces indices suggèrent des comportements agressifs liés à la compétition territoriale ou aux luttes pour la reproduction, analogues à ceux observés pour certains grands prédateurs modernes, où les mâles s'affrontent pour l'accès aux femelles et à la domination sociale. D'autre part, la coexistence de différentes espèces de grands théropodes dans certaines formations fossiles, comme le Daspletosaurus ou le Nanotyrannus, complique l'interprétation. Il est possible que certaines blessures, réputations, alors être le fruit de combats interspécifiques, résultant d'affrontements directs ou de tentatives de défense de la nourriture et des territoires. Des différences subtiles dans les empreintes dentaires, leur taille et leur configuration peuvent suggérer la présence de multiples auteurs de morsures, mais l'absence de fossiles de certains prédateurs dans certaines zones rend difficile une attribution certaine. Par ailleurs, certaines blessures posent question quant à leur origine. Certaines marques peuvent provenir d'agressions post-mortem, par des charognards ou de simples accidents, voire de comportements sociaux complexes qui ne se limiteraient pas à la prédation ou à l'agression. Cette ambivalence nécessite une prudence extrême dans les interprétations. Les outils modernes tels que la technologie d'imagerie 3D, la microscopie avancée et les analyses biomécaniques cherchent aujourd'hui à répondre à ces questionnements en affinant la comparaison entre marques de morsure et dentition des différentes espèces. Certaines études tentent de reconstituer les forces mécaniques mises en jeu lors des morsures, afin d'associer des blessures caractéristiques à des espèces précises. Malgré ces avancées, la plasticité morphologique des dents et la variabilité intraspécifique rendent cette identification délicate. La controverse est également nourrie par le fait que les implications comportementales diffèrent grandement selon qu'il s'agisse d'agressions intra- ou interspécifiques. La reconnaissance de combats entre individus de la même espèce suggérerait des comportements sociaux plus élaborés, y compris des rivalités liées à la hiérarchie sociale, incompatibles avec une simple compétition brutale. À l'inverse, des blessures d'origine interspécifique témoigneraient d'un écosystème compétitif, où la suprématie était âprement disputée par des prédateurs distincts.
Au final, cette controverse illustre parfaitement les limites des preuves fossiles. Elles sont fragmentaires, parfois ambiguës, et demandent des interprétations prudentes et évolutives à mesure que de nouveaux fossiles et techniques d'analyse émergent. Le débat reste donc ouvert, stimulant activement la recherche, les discussions et la remise en question des hypothèses les plus établies. Ainsi, les blessures sur les fossiles de Tyrannosauridés sont des énigmes vivantes où convergent science, observation, hypothèse et parfois divergence. Cette richesse scientifique implique une dynamique permanente, où chaque découverte ajoute une pièce à un puzzle fascinant, qui éclaire peu à peu l'histoire complexe des interactions entre ces géants du passé. Alors que nous venons d'explorer ces controverses, nous aborderons bientôt la comparaison avec d'autres grands prédateurs du Crétacé, dont le Spinosaurus, qui, bien qu'ayant vécu en Afrique, offre un parallèle intéressant pour comprendre la diversité et la compétition parmi les superprédateurs de la fin de l'ère des dinosaures. Au-delà du célèbre Tyrannosaurus rex, le Crétacé supérieur a vu l'émergence et la domination d'autres grands prédateurs tout aussi fascinants, dont certains vivaient sur des continents éloignés, mais qui partagent avec le T-Rex des adaptations remarquables et une place centrale dans leur écosystème. Parmi eux, le Spinosaurus occupe une place à part, tant par son apparence singulière que par ses stratégies de chasse et son mode de vie distinct de celui du tyrannosaure. Le Spinosaurus aegyptiacus, découvert pour la première fois en Égypte dans les années 1910, est considéré comme le plus grand dinosaure carnivore connu, dépassant parfois le T-Rex en longueur, avec ses estimations allant jusqu'à 15 mètres, voire plus. Ce théropode fascinant se distingue par plusieurs caractéristiques uniques, notamment sa voile dorsale, formée par des extensions osseuses des vertèbres, ainsi qu'un museau long, étroit et conique, rappelant celui des crocodiles et parfaitement adapté à la capture de poissons. Contrairement au T-Rex, qui était adapté à la chasse terrestre de grands dinosaures herbivores, le Spinosaurus semble avoir eu un mode de vie semi-aquatique, exploitant les vastes réseaux fluviaux et les zones humides d'Afrique du Nord. Sa morphologie comporte de nombreuses adaptations pour la plongée et la nage. Des membres postérieurs relativement courts, des pieds larges avec des griffes palmées selon certaines hypothèses, et une queue probablement puissante pour la propulsion dans l'eau. Cette spécialisation fait du Spinosaurus un prédateur aquatique ou amphibien, en proie aux poissons géants, aux crocodiles préhistoriques, mais aussi probablement à d'autres dinosaures. Cette dualité se traduit également dans son système trophique. Alors que le T-Rex dominait les terres avec une force brute colossale, le Spinosaurus régnait sur les milieux aquatiques, exploitant une niche écologique différente. Cette différence de niche réduit la compétition directe entre ces deux superprédateurs, ce qui illustre la diversité des adaptations parmi les grands théropodes pour maximiser la conquête des ressources disponibles. D'autres grands prédateurs contemporains, bien qu'eux aussi terrestres et carnivores, présentaient des tailles et des comportements variés. On peut citer le Giganotosaurus au sud de l'Amérique du Sud, un géant proche parent des Carcharodontosauridae, rival potentiel en taille du T-Rex, ainsi que le Carcharodontosaurus en Afrique, qui partageait certains traits avec le Spinosaurus, mais était plus terrestre et adapté à la chasse de grands dinosaures herbivores. Ces comparaisons soulignent que les grands carnivores du Crétacé n'étaient pas des copies carbone les uns des autres, mais avaient évolué pour exploiter différentes stratégies, chasse terrestre, semi-aquatique, embuscade, poursuite rapide ou opportunisme alimentaire, selon leurs environnements spécifiques. Un point commun à ces prédateurs est leur poids énorme, leur puissance musculaire et leur mâchoire redoutable, adaptées à infliger des blessures graves à leurs proies et à défendre leur territoire
contre leurs rivaux. Par exemple, même si le Spinosaurus dépassait parfois le T-Rex en taille, sa puissance de morsure restait probablement inférieure, avec une spécialisation pour saisir des proies glissantes, plutôt que pour broyer des os. Sur le plan écologique, ces différences ont permis l'existence simultanée de plusieurs superprédateurs dans différentes parties du monde, chacun dominant son écosystème particulier. Leur coexistence et leur diversité témoignent de la richesse et de la complexité des écosystèmes du Crétacé, bien loin de la domination exclusive que le T-Rex aurait pu exercer sur l'ensemble du globe. Enfin, ces comparaisons nourrissent aussi notre compréhension de l'évolution des prédateurs et de leur adaptation aux contraintes de leur environnement. Ils illustrent comment la pression de la sélection naturelle conduit à des innovations morphologiques et comportementales fascinantes, tout en façonnant des dynamiques compétitives et sociales qui résonnent encore dans les comportements des grands carnivores contemporains. Alors que le T-Rex demeure le symbole de la puissance écrasante sur la terre ferme en Amérique du Nord, l'existence de prédateurs comme le Spinosaurus remet en perspective la diversité extraordinaire des stratégies de survie chez les dinosaures carnivores. La prochaine étape de notre exploration portera sur les découvertes récentes qui continuent de révéler ces mystères et d'enrichir notre connaissance du règne des superprédateurs du Crétacé. Au cours des dernières décennies, la recherche paléontologique a fait des progrès spectaculaires grâce à la découverte de nouveaux fossiles, à l'amélioration des techniques d'analyse et à l'intensification des études interdisciplinaires. Ces avancées ont permis d'enrichir dramatiquement notre compréhension des superprédateurs du Crétacé supérieur, en particulier du Tyrannosaurus rex, ainsi qu'à mettre en lumière des blessures inédites et à formuler de nouvelles hypothèses sur leur comportement et leurs interactions. L'une des découvertes les plus marquantes a été celle de spécimens presque complets de T-Rex, présentant des marques de morsure profondément incrustées, révélant non seulement des combats entre individus, mais aussi des stratégies de lutte plus complexes qu'on ne le pensait auparavant. Par exemple, l'analyse détaillée de certains crânes a permis d'identifier des cicatrices témoignant de blessures infligées par d'autres T-Rex au cours de combats territoriaux ou de rivalités pendant la période de reproduction. Ces preuves suggèrent que les affrontements n'étaient pas toujours fatals, mais pouvaient inclure des rituels violents destinés à établir la dominance. Par ailleurs, de nouveaux fossiles découverts dans différentes formations géologiques nord-américaines ont permis de mieux saisir la diversité des tyrannosauridés contemporains du T-Rex, comme Daspletosaurus, et des formes potentiellement distinctes, comme le Nanotyrannus. L'étude de ces fossiles, avec leurs blessures associées, alimente le débat sur la coexistence et la rivalité possible entre ces espèces, donnant une image plus nuancée de l'écosystème carnivore complexe de l'époque. Les technologies modernes, telles que l'imagerie 3D, la tomodensitométrie et la modélisation biomécanique, permettent aussi de reconstituer avec précision la force des morsures et l'impact des blessures, même dans les tissus fossilisés. Ces analyses ont révélé que certains combats pouvaient occasionner des fractures osseuses majeures et des lésions pouvant affecter la mobilité, suggérant une capacité de survie à long terme, malgré des blessures graves. Des recherches interdisciplinaires s'appuient également sur des comparaisons avec le comportement des grands prédateurs modernes pour imaginer les interactions sociales et les stratégies de chasse des tyrannosauridés. Par exemple, la reconnaissance croissante des comportements sociaux complexes chez les dinosaures carnivores change la perspective traditionnelle du T-Rex comme un chasseur solitaire, ouvrant parfois la voie à des interactions plus collaboratives ou hiérarchisées. Enfin, de nouvelles hypothèses émergent concernant le rôle du T-Rex dans son écosystème, notamment sur sa capacité à alterner entre chasse active et charognage opportuniste.
ainsi que sur son intelligence et sa capacité d'adaptation comportementale face à ses rivaux. Ces idées résultent de l'observation de traces de blessures multiples, de preuves d'interactions fréquentes et d'une analyse élargie des données paléoécologiques. Dans l'ensemble, les recherches récentes exposent une image beaucoup plus dynamique et complexe des superprédateurs du Crétacé supérieur, où les combats, la compétition et les stratégies de survie s'entrelacent dans un ballet perpétuel. Ces découvertes enrichissent nos connaissances et maintiennent vivante la quête pour percer tous les mystères entourant ces fascinantes créatures disparues. Elles promettent aussi de nouvelles révélations à venir, à mesure que les fouilles, les techniques et les collaborations scientifiques continuent à progresser. Nous poursuivrons notre enquête par une réflexion plus approfondie sur l'intelligence, la stratégie et la hiérarchie sociale chez ces grands théropodes, afin de mieux comprendre les mécanismes internes qui gouvernaient leur existence au sein des écosystèmes anciens. Dans l'imaginaire collectif, les grands théropodes du Crétacé, parmi lesquels se distingue le Tyrannosaurus rex, sont souvent perçus avant tout comme des machines de puissance brute, des monstres dominants par leur taille et leur force. Cependant, une réflexion plus profonde et récente sur leur intelligence, leur stratégie et leur organisation sociale invite à envisager ces créatures sous un jour plus nuancé, suggérant qu'au-delà de leur redoutable morphologie, ils pouvaient posséder des capacités cognitives remarquables et des comportements sociaux complexes. L'intelligence chez le T-Rex et ses proches parents se déduit en partie de la taille de leur cerveau, rapportée à leur masse corporelle, ainsi que de la structure de certaines régions cérébrales. Les analyses révèlent un cerveau relativement volumineux, notamment dans les zones associées à la vision, à l'olfaction, au traitement sensoriel et aux fonctions motrices. La taille importante de l'hippocampe, généralement liée à la mémoire spatiale, suggère une capacité à naviguer efficacement dans de vastes territoires, ce qui serait essentiel pour un prédateur à la recherche constante de proies et pour l'évitement des dangers éventuels. Ces capacités cognitives plausibles laissent supposer que le T-Rex n'était pas un chasseur aveugle, mais un prédateur adaptable, capable de prendre des décisions complexes et d'ajuster son comportement selon les circonstances. Cette idée est renforcée par les preuves fossiles d'affrontement, qui révèlent des stratégies tactiques lors des combats ou des compétitions, où la force brute seule ne suffit pas toujours à garantir la victoire. Sur le plan comportemental, la notion de stratégie dépasse la simple chasse. La compétition pour les ressources alimentaires ou les territoires pouvait impliquer des comportements d'intimidation, de menace et éventuellement de coopération. Si certaines hypothèses avancent l'existence de groupes sociaux organisés, même temporaires, chez les tyrannosauridés, c'est notamment en raison des associations fréquentes de fossiles de plusieurs individus dans des contextes contemporains. Cette idée reste néanmoins débattue, car les preuves directes sont limitées, et elle remet en question la vision traditionnelle du T-Rex comme solitaire absolu. La hiérarchie sociale, si elle existait, aurait probablement été façonnée par la taille, la force et l'expérience, avec des individus dominants contrôlant l'accès aux meilleurs territoires, aux ressources alimentaires et aux partenaires sexuels. Les marques de blessures sur les fossiles peuvent être interprétées comme le résultat de luttes pour établir ou maintenir ces positions. Cependant, la fréquence non létale des blessures et les signes de guérison suggèrent également des conflits régulés, où la violence pouvait être suffisante pour renforcer la hiérarchie sans entraîner systématiquement la mort. Un équilibre observé chez certains grands carnivores actuels. Il est également nécessaire de considérer l'éventualité d'un apprentissage social, où les juvéniles pouvaient acquérir des compétences de chasse et de survie sous la supervision ou en interaction avec des adultes.
Cette capacité à transmettre des savoir-faire renforcerait la survie de la lignée et expliquerait, en partie, leurs succès évolutifs. Enfin, les grandes capacités sensorielles, notamment une vision stéréoscopique avancée et un odorat développé, renseignent sur un prédateur actif, capable de repérer, d'approcher et de surprendre ses proies. La coordination de ces sens dans une stratégie de chasse intelligente serait un signe supplémentaire d'une certaine forme de cognition avancée. Cette réflexion invite donc à dépasser la vision simpliste d'animaux brinque-ballants dirigés uniquement par leur instinct. Les grands théropodes étaient probablement dotés d'un cerveau assez sophistiqué pour intégrer des informations complexes, planifier leurs actions et interagir avec leurs congénères selon des règles comportementales nuancées. Ainsi, ils incarnaient une forme étonnante d'équilibre entre puissance extraordinaire et intelligence adaptative. Un mariage qui fit d'eux les super-prédateurs incontestés de leur époque. Notre exploration trouvera son point d'orgue dans les grandes questions ouvertes concernant l'identité d'éventuels prédateurs mystérieux, capables de défier, voire de vaincre, le T-Rex, avant de conclure sur les enjeux et perspectives actuelles de la paléontologie dans la résolution de ces énigmes. Alors que le Tyrannosaurus rex règne dans l'imaginaire comme le prédateur ultime de la fin du Crétacé supérieur, une question fascinante demeure. Y a-t-il eu, à son époque ou juste avant, un prédateur mystérieux capable de le défier, voire de le vaincre? Cette interrogation nourrit autant la curiosité des paléontologues que celle du grand public, car elle ouvre la porte à des spéculations passionnantes sur la dynamique des écosystèmes préhistoriques et sur la limite même de la suprématie animale. Premièrement, il faut rappeler que la nature même des fossiles impose certaines limites. La rareté de certains restes, les lacunes dans les archives géologiques, ou encore les difficultés d'identification précise des interactions mortelles rendent toute certitude délicate. Pourtant, plusieurs indices et hypothèses appuient l'idée qu'un superprédateur rival ou prédateur du T-Rex aurait pu exister. Certains fossiles présentent des blessures caractéristiques qui ne correspondent pas clairement aux morsures de T-Rex, mais plutôt à des attaques d'autres grands théropodes, voire d'espèces encore méconnues. Le fait qu'un animal aussi imposant que le Tyrannosaurus ait pu être incendié ou mortellement blessé soulève la question de l'existence de prédateurs autrement puissants ou agiles, capables de déjouer sa force brute. Parmi les candidats souvent évoqués, les dinosaures comme le Daspletosaurus, proches parents des tyrannosauridés, et d'éventuelles espèces encore non découvertes ou mal caractérisées, pourraient rivaliser efficacement, surtout lors de combats territoriaux ou lors d'affrontements autour des ressources. Le Nanotyrannus, s'il s'avère être une espèce distincte et non un juvénile de T-Rex, ajouterait également une part de mystère à la compétition carnivore de l'époque. Dans une perspective plus large, des prédateurs semblables aux Spinosaurus, bien que géographiquement séparés, démontrent comment différents modes de vie et stratégies ont pu donner lieu à des superprédateurs redoutables, questionnant la notion absolue de suprématie du T-Rex. Au-delà des espèces, des spéculations concernent aussi des facteurs environnementaux, des changements climatiques, des fluctuations des populations de proies, voire des phénomènes rares, tels que des maladies ou des blessures accidentelles, auraient pu affecter la domination du T-Rex. Ces éléments remettent en question la stabilité et l'invincibilité attribuées à ce prédateur. Plus philosophiquement, la notion même d'un prédateur capable de vaincre un T-Rex implique de concevoir des scénarios d'intelligence tactique, d'organisation sociale ou de coopération chez les autres carnivores. Des hypothèses émergentes dans les recherches contemporaines sur les comportements des dinosaures et leurs interactions.
Cela ouvre une réflexion sur la complexité des dynamiques biologiques de l'époque, bien éloignée d'une simple lutte de forces brutes. Enfin, ces grandes questions ouvertes incitent à reconnaître les limites actuelles de la paléontologie. Beaucoup reste à découvrir et à comprendre. Elles stimulent la poursuite des fouilles, le développement de technologies d'analyse plus fines et la collaboration multidisciplinaire pour enrichir le récit de ces mondes disparus. C'est donc dans cet entrelac de données incertaines, de découvertes nouvelles et de spéculations éclairées que se situe la quête d'une réponse. Qui, parmi les prédateurs du Crétacé, aurait pu défaire le Tyrannosaurus rex? Une énigme fascinante qui continue d'alimenter la science, la fiction et notre imaginaire collectif, avant de nous conduire à conclure sur les enjeux et perspectives de la paléontologie moderne. La paléontologie, discipline fascinante qui cherche à décrypter les histoires secrètes enfouies dans la pierre, fait face à des défis majeurs lorsqu'il s'agit de reconstruire l'épopée des superprédateurs du Crétacé supérieur, tels que le Tyrannosaurus rex et ses potentiels rivaux. Ces défis sont à la fois d'ordre méthodologique, théorique et intrinsèque à la nature même des preuves dont nous disposons. Pourtant, l'avenir s'annonce riche de promesses grâce au progrès technologique, aux découvertes continues et à l'interdisciplinarité croissante. L'un des enjeux fondamentaux de la paléontologie réside dans l'incomplétude du registre fossile. En effet, la fossilisation est un phénomène rare et sélectif qui ne touche qu'une infime partie des organismes ayant vécu. Ainsi, de nombreux animaux, comportements et événements demeurent invisibles pour les chercheurs, ce qui biaise nos conclusions. Les fossiles retrouvés ne constituent qu'une mosaïque fragmentaire, arborant parfois des marques difficiles à interpréter avec certitude. La rareté des spécimens associés, notamment ceux montrant des interactions directes telles que les combats, limite fortement les généralisations. Sur le plan méthodologique, la paléontologie doit composer avec des altérations taphonomiques, des incertitudes chronologiques et la difficulté de relier des blessures osseuses à des causes précises, notamment concernant l'identification des agents des blessures, qu'ils soient de la même espèce ou d'une autre. Les limites des techniques actuelles poussent les chercheurs à formuler des hypothèses, souvent prudentes, scientifiquement argumentées, mais ouvertes à la remise en question. Cependant, les avancées technologiques récentes ouvrent des perspectives uniques. L'imagerie 3D, l'atomodensitométrie, la microscopie avancée et la géochimie isotopique permettent une exploration fine des structures osseuses, une datation plus précise et l'identification de processus biologiques jusque-là inaccessibles. Ces outils offrent la possibilité de dévoiler des détails des combats, des blessures et même des comportements sociaux avec un réalisme croissant. La complémentarité avec d'autres disciplines, comme la biologie évolutive, l'écologie, la robotique ou la modélisation informatique, enrichit aussi la paléontologie. Elle franchit les frontières traditionnelles pour reconstituer des modes de vie et simuler des affrontements, anticipant les comportements des dinosaures sous un angle renouvelé. D'autre part, l'exploration de nouveaux terrains de fouilles, notamment dans des régions moins étudiées ou difficiles d'accès, promet la découverte de fossiles inédits et potentiellement révolutionnaires pour notre compréhension des relations entre superprédateurs. Au-delà des techniques, la paléontologie s'inscrit aujourd'hui dans une dynamique collaborative internationale, où la mise en commun des données, la standardisation des analyses et la publication ouverte accélèrent la progression des connaissances, tout en stimulant la réflexion critique sur les interprétations ancestrales. Enfin, la résolution des mystères entourant les grands prédateurs du Crétacé supérieur contribue non seulement au progrès scientifique, mais alimente aussi l'imaginaire collectif, la culture populaire et la sensibilisation à la biodiversité et à l'évolution.
Ces études nous rappellent l'importance de la vie, de la lutte pour la survie et de la fragilité des équilibres naturels. En conclusion, malgré les limites actuelles, la paléontologie bénéficie d'une époque de renouvellement exceptionnelle. Les questions en suspens concernant les combats entre superprédateurs, l'identification de prédateurs rivaux ou encore la compréhension des comportements restent ouvertes, fascinantes et stimulantes pour la recherche future. Toute découverte, toute avancée est une pièce supplémentaire dans le gigantesque puzzle de l'histoire de la Terre, voire une fenêtre unique sur des mondes disparus, mais toujours présents dans la mémoire de notre planète. Alors que nous clôturons cette enquête, il est clair que l'aventure ne fait que commencer et que les secrets du Tyrannosaurus Rex et de ses mystérieux rivaux n'attendent que les prochaines générations de chercheurs pour être pleinement révélés.